L'odeur de fumée s'est infiltrée dans ses poumons, avant même que ses yeux ne s'ouvrent complètement. Marcelo se réveilla, étourdi, le cœur battant sans comprendre, pendant un bref instant, ce qui se passait. Mais ensuite, le crépitement des flammes, la chaleur étouffante et la lumière orangée envahissant sa chambre, le firent sauter du lit dans un désespoir total. Gabriel, le nom de son fils, fut la première chose qu'il cria, tout en essayant d'ouvrir la porte de la chambre. La chaleur de l'extérieur était accablante, une vague de feu et de fumée avançant rapidement dans le couloir. Marcelo se couvrit le visage avec son bras et tenta de forcer le passage, mais les flammes formaient un mur vivant, lui barrant le chemin. Le désespoir envahit sa poitrine lorsqu'il comprit qu'il ne parviendrait pas à atteindre la chambre de son fils. Les cris se mêlaient au bruit des flammes dévorant tout autour. Marcelo sentit de fortes mains s'emparer de ses bras et, avant qu'il ne puisse réagir, il fut traîné loin. Il se débattit, donna des coups de pied, tenta de se libérer, mais les pompiers ne le laissèrent pas avancer. « Mon fils est là-dedans !» hurla-t-il, la voix se brisant tant il criait. Le son du bois qui craquait et du verre qui explosait remplit ses oreilles, et il regarda, impuissant, sa maison être engloutie par le feu. Le temps avait perdu tout sens. Minutes ou heures, cela n'avait plus d'importance. Lorsqu'un des pompiers s'approcha, les yeux lourds de chagrin, Marcelo, sut, il sut avant même d'entendre les mots. « Je suis désolé, monsieur, nous n'avons pas pu le sortir. » Le monde autour de lui s'effondra. Le silence qui suivit fut plus cruel que n'importe quel bruit. Marcelo tomba à genoux, les yeux fixés sur la maison qui avait jadis été un foyer et qui n'était plus qu'une carcasse en flammes. La chaleur intense desséchait sa peau, mais il ne ressentait rien d'autre qu'un vide écrasant dans sa poitrine. Son corps tremblait, non pas de froid ou d'épuisement, c'était une douleur qui se répandait comme du poison, lente et implacable. Il voulait courir à l'intérieur, il voulait remonter le temps, il voulait se réveiller de ce cauchemar, mais il savait que rien de tout cela n'était possible. Ses doigts s'enfoncèrent dans la terre, ses épaules secouées par des sanglots qu'il tenta d'étouffer. Des hommes en uniforme couraient autour de lui, des voisins murmuraient, des regards de pitié l'entouraient, mais Marcelo ne voyait personne. Il était seul dans son deuil, perdu dans une douleur qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir. Un pompier posa une main sur son épaule, essayant de dire quelque chose, mais les mots n'étaient que des bruits lointains. Gabriel était là-dedans. Son petit garçon, son sourire, sa voix douce l'appelant. Et il avait échoué. Il n'avait pas réussi à le protéger. Le poids de cette vérité était accablant. Dans les jours qui suivirent, Marcelo cessa d'exister. Il respirait, se mouvait, mais il ne vivait pas. Son corps errait, parmi les décombres de ce qui avait jadis été sa maison, observant les cendres comme s'il espérait que Gabriel y apparaîtrait, indemne, en déclarant que tout n'était qu'une erreur. Mais cela n'arrivait pas. Les condoléances affluaient. Les amis tentaient d'offrir leur soutien, mais ils n'entendaient rien. Lors de l'enterrement symbolique de son fils, son regard resta fixé sur la pierre tombale, incapable d'assimiler la réalité. Il laissa l'entreprise sombrer, éteignit le téléphone, cessa de sortir de chez lui. L'alcool devint sa seule compagnie, un anesthésiant bon marché pour une douleur insupportable. Assis dans l'obscurité de l'appartement loué où il s'était caché du monde, Marcelo fixait le verre à moitié plein comme s'il attendait des réponses. L'horloge marquait les heures, mais il ne s'en souciait plus. Tout ce qui existait maintenant était l'écho de la voix de Gabriel dans son esprit, chaque rire, chaque appel à l'attention qu'il avait ignoré. Son fils était parti, et il en était le coupable. Le temps n'avait plus de signification pour Marcelo. Les jours et les nuits se confondaient en une succession indistincte de douleurs, d'alcool et de souvenirs torturants. Son appartement était plongé dans l'obscurité. Les rideaux tirés pour empêcher ne serait-ce qu'un soupçon de lumière d'envahir ce refuge sombre. Le téléphone sonnait parfois, mais il ne répondait jamais. Les amis avaient abandonné leur tentative. Les employés de l'entreprise avaient cessé d'essayer de le ramener. Le monde continuait sans lui.
Tout ce qui restait était la culpabilité, un poids écrasant qu'il portait à chaque respiration. Il aurait dû être plus rapide. Il aurait dû construire la maison autrement. Il aurait dû dormir avec la porte ouverte, écouter le moindre son étrange. Quoi qu'il en soit, l'incendie avait été causé par quelque chose, mais rien n'avait d'importance. Il avait échoué en tant que père, et c'était la seule vérité qui avait du sens. Marcelo sombrait de plus en plus dans cet abîme lorsqu'une nuit, une frappe insistante à la porte brisa le silence. Au début, il ignora, mais le son continua. Irrité, il tituba jusqu'à la porte, l'ouvrit sans aucune patience et trouva quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Un garçon frêle, aux vêtements sales et au regard sérieux. Dans ses mains, il tenait un vieil appareil photo. Marcelo cligna des yeux plusieurs fois, tentant d'éloigner la brume de l'alcool et de comprendre la scène devant lui. Le garçon ne semblait ni effrayé, ni hésitant. Il le regardait simplement d'un air déterminé, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait là. « Que veux-tu » La voix de Marcelo sortit rauque, usée par l'alcool et le long silence. Le garçon leva l'appareil photo, le pointant du menton. « Je sais ce qui s'est passé cette nuit-là », dit-il sans détour. Marcelo sentit un frisson parcourir son dos. Son cœur, depuis longtemps engourdi, se mit à battre d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis l'incendie. Quoi? Il avait à peine reconnu sa propre voix. « J'ai vu quand ils ont sorti le garçon de là, » continua le jeune, comme si cela relevait d'un fait banal. « J'ai pris des photos. » La tête de Marcelo tourbillonna. Était-ce une plaisanterie cruelle? Un délire de son esprit fatigué? Mais il y avait quelque chose dans les yeux du garçon qui le fit hésiter. Quelque chose qui semblait plus réel que tout ce qu'il avait ressenti ces derniers mois. Soudain, pour la première fois depuis qu'il avait perdu Gabriel, une étincelle d'espoir naquit en lui. Marcelo entraîna le garçon à l'intérieur de l'appartement et ferma rapidement la porte. Son cœur martelait dans sa poitrine, une mixture d'espoir et de peur pulsant dans ses veines. Il avait besoin de comprendre. Il devait voir. « Comment as-tu vu » demanda-t-il, la voix chargée d'urgence. Le garçon, qui semblait avoir une douzaine d'années, s'assit sur le canapé sans cérémonie et commença à fouiller dans le petit sac usé qu'il portait. « Je dormais dans la rue, sur le terrain du coin », expliqua-t-il sans lever les yeux. « Je me suis réveillé au bruit du feu et j'ai vu 2 hommes emporter un garçon inconscient dans une voiture noire. J'ai trouvé cela étrange et j'ai pris quelques photos. » Marcelo sentit son estomac se nouer. L'idée que son fils puisse être en vie était aussi absurde qu'accablante. Mais, et si c'était vrai? Et s'il avait passé des mois à se noyer dans sa propre douleur pendant que Gabriel respirait encore quelque part, attendant d'être retrouvé? « Laisse-moi voir, » demanda-t-il, presque à bout de souffle. Le garçon, qui s'appelait Nando, sortit quelques négatifs froissés de son sac. « Je ne les ai pas encore développés. Mais je connais un endroit où on peut le faire rapidement. » Marcelo n'hésita pas. Il prit les clés de la voiture, sentant le désespoir se transformer en une impulsion frénétique. Le laboratoire photographique se trouvait dans une rue animée de la ville, caché entre de petits commerces et des boulangeries de quartier. La devanture éteinte et la vitrine poussiéreuse montraient que l'endroit n'avait pas connu des temps prospères depuis longtemps. Mais Marcelo se moquait de tout cela. Dès qu'il se gara, lui et Nando sortirent précipitamment de la voiture et poussèrent la porte en verre, faisant tinter la petite cloche à l'entrée. Un homme portant de grosses lunettes leva les yeux de derrière le comptoir, fronçant les sourcils à la vue du duo agité qui entrait. « J'ai besoin que vous développiez ces photos maintenant, » dit Marcelo, jetant presque les négatifs sur le comptoir. L'homme le regarda un instant, sans doute surpris par son urgence, mais prit le matériel sans poser de questions. « Cela prendra une 20aine de minutes. » Marcelo acquiesça, mais l'attente semblait interminable. Chaque seconde s'étirait comme si le temps était contre lui. Il arpentait les lieux, respirant profondément, tentant d'ignorer les possibilités qui se multipliaient dans son esprit. Mais, quand l'homme revint enfin, les photos en main, la vérité fut comme un coup de poing dans l'estomac. Sur l'image granuleuse, un garçon en pyjama bleu était porté par 2 hommes dans une voiture noire.
Marcelo prit les photos, les mains tremblantes. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Il passa ses yeux sur chaque détail, sentant un nœud se former dans sa gorge, le pyjama, les cheveux en bataille, le petit corps transporté sans résistance. Il n'y avait aucun doute, c'était Gabriel. Pendant un instant, il se sentit à court d'air, comme s'il avait reçu un coup de poing en pleine poitrine. Il avait cru que son fils était mort. Il avait pleuré devant une tombe vide. C'était maudit, s'était abandonné au désespoir. Mais Gabriel était en vie. La révélation était écrasante et, en même temps, revigorante. Marcelo leva les yeux vers Nando, qui l'observait en silence. Le garçon ne dit rien, mais Marcelo vit de la compréhension dans son regard. « Où est-ce que ça s'est passé ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix ferme. Nando pointa du doigt l'arrière-plan de la photo. « Dans la rue derrière ta maison. » La voiture s'est dirigée vers le viaduc. Marcelo passa sa langue sur ses lèvres sèches, ressentant un mélange d'adrénaline et de colère. Quelqu'un avait orchestré tout cela. Quelqu'un avait détruit sa maison et volé son fils. Et maintenant, il ferait tout pour découvrir qui était derrière. Sans perdre de temps, Marcelo se rendit au bureau de Luisa Ferraz, une détective privée qu'il connaissait par le biais d'affaires professionnelles. Sa voiture s'arrêta brusquement devant le petit immeuble, et il en sortit presque en courant. Nando le suivit de près. Le bureau était modeste, avec des meubles simples et des piles de documents éparpillés sur une table en bois. Luisa, une femme au regard perçant et à la posture assurée, leva les yeux de son ordinateur lorsque Marcelo entra. « J'ai besoin de vous », dit-il, sans détour. Il jeta les photos sur la table. « Mon fils a été enlevé lors de la nuit de l'incendie. » Luisa fronça les sourcils, prit les images et les examina une par une. Le silence qui suivit fut coupant. « Cela change tout », murmura-t-elle. « Si les images des caméras de sécurité ont été effacées, c'est que quelqu'un savait ce qu'il faisait. » Marcelo serra les poings. « Mon associé a accès à tout. Augusto Salazar. Si quelqu'un a réussi à effacer les images, cela pourrait être lui. » Luisa acquiesça, prenant déjà un carnet de notes. « Nous allons découvrir la vérité. » Pour la première fois depuis la tragédie, Marcelo sentit qu'il reprenait le contrôle. L'enquête commença immédiatement. Luisa passa quelques coups de fil, contactant des sources capables de retracer des enregistrements de véhicules et des données cachées. Pendant ce temps, Marcelo sentait la colère grandir en lui. Il pensait à Gabriel, seul, sans comprendre ce qui se passait, peut-être en attendant que son père vienne le chercher. La culpabilité le rongeait encore, mais désormais, quelque chose de plus fort prenait le dessus, la détermination. Ils découvrirent que toutes les images des caméras de sécurité de sa demeure avaient été effacées la nuit de l'incendie. C'était un détail qui, à l'époque, avait passé inaperçu dans le chaos, mais qui devenait maintenant une pièce maîtresse. Ce n'était pas un accident, conclut Luisa, croisant les bras. Quelqu'un a planifié cet incendie pour couvrir un enlèvement. Marcelo plissa, les yeux, les poings serrés contre son corps. Et je pense savoir qui est derrière tout ça. Luisa le regarda avec curiosité. « Ernesto Villar », dit Marcelo, sa voix chargée de haine. « Il a toujours voulu me mettre à terre dans le secteur immobilier. C'est peut-être sa façon de me sortir du jeu. » Luisa acquiesça lentement. « Si c'est lui, nous aurons besoin de plus de preuves. » Nando, qui jusque-là écoutait tout en silence, leva la caméra. « Si j'arrive à prendre d'autres photos, est-ce que ça aide ?» Marcelo regarda le garçon, surpris par son courage. Il n'aurait pas dû être impliqué, mais il avait déjà fait plus pour Gabriel que quiconque. « Ça aide beaucoup », répondit Luisa. « Mais c'est risqué. » Nando haussa les épaules. « Je suis doué pour passer inaperçu. » Cet enfant des rues, qui n'avait jamais eu personne pour le protéger, risquait maintenant sa peau pour aider un garçon qu'il n'avait jamais vraiment connu. Marcelo sentit quelque chose se serrer en lui. « Très bien, » dit-il. « Allons dans la zone industrielle. Si Ernesto est vraiment impliqué, il a peut-être utilisé l'un de ses entrepôts pour cacher Gabriel. » Ils prirent la voiture et se dirigèrent vers un ancien quartier d'usine abandonné.
Le lieu était lugubre, silencieux, rempli de structures métalliques rongées par le temps. Marcelo ressentit un frisson dans le dos. Quelque chose lui disait qu'ils étaient proches de la vérité. Mais la vérité, il le savait, pourrait être plus dangereuse qu'il ne l'imaginait. La nuit tomba alors que Marcelo, Luisa et Nando observaient la zone industrielle abandonnée. Le vent soufflait entre les structures métalliques, apportant un grésillement inquiétant. Luisa examinait une carte imprimée, marquant les entrepôts appartenant à Ernesto Villar. « S'il cache quelque chose, ce sera dans l'un de ces trois », dit-elle en pointant les zones sur la carte. Marcelo sentit ses muscles se tendre. Il voulait courir à l'intérieur, fouiller chaque recoin pour retrouver Gabriel, mais il savait qu'il devait agir avec précaution. « Nous allons nous séparer », suggéra Luisa. « Marcelo, tu viens avec moi. Nando, reste caché et prends des photos de tout mouvement suspect. » Le garçon acquiesça, tenant fermement la caméra. Son visage sale et ses yeux attentifs trahissaient une maturité dépassant son âge. Marcelo le regarda et se demanda combien de nuits froides ce garçon avait déjà dû affronter seul. Le minimum qu'il pouvait faire était de le protéger. Si quelque chose se passe mal, cours, n'essaie pas d'être un héros, avertit Marcelo. Nando roula des yeux mais acquiesça. D'un dernier signe de tête, il disparut dans l'ombre. Marcelo et Luisa progressèrent prudemment dans le premier entrepôt. La porte était entr'ouverte, grinçante sous l'effet du vent. L'intérieur était un océan de ténèbres, percé seulement par les faisceaux des lampes qu'il portait. Des piles de vieilles caisses et du matériel abandonné créaient des ombres fantomatiques autour. L'air était humide, chargé de poussière et de rouille. Marcelo sentait son cœur marteler sa poitrine, chaque pas résonnant trop fort pour lui. « Écoute », murmura Luisa en pointant du doigt l'arrière de l'entrepôt. Marcelo retint son souffle. Un bruit étouffé semblable à un sanglot. Il se figea. « Gabriel » osa-t-il appeler presque sans voix. Le son s'éteignit. Luisa sortit l'arme qu'elle portait dans son étui. Ils avancèrent un peu plus, les yeux scrutant l'obscurité. C'est alors que tout se produisit de façon abrupte. Une porte latérale s'ouvrit en grand avec un fracas et une silhouette surgit, bloquant la sortie. « Je vous attendais », dit une voix froide. Miguel Duran, le bras droit d'Ernesto, les fixait avec un sourire cruel. Marcelo sentit son estomac se retourner en voyant Miguel Duran devant lui. L'homme était grand, fort, avec un regard de prédateur débordant de confiance. Luisa garda son arme pointée, les muscles tendus, mais Miguel ne semblait nullement intimidé. « Vous pensez vraiment pouvoir entrer ici et emporter le gamin » ricana-t-il, d'un ton sec et irritant. Marcelo fit un pas en avant, le sang bouillonnant dans ses veines. « Où est mon fils » gronda-t-il, la colère supplantant toute crainte. Miguel inclina simplement la tête, provocateur. « Ah, alors maintenant tu te soucies ? Intéressant, mais c'est trop tard. » Le torse de Marcelo se souleva et s'abaissa sous des respirations lourdes. Chaque fibre de son être criait de se jeter sur cet homme, mais il savait que tout geste impulsif pourrait lui coûter cher. Luisa appuya légèrement sur la gâchette, les yeux fixés sur l'ennemi. « Dis-moi où il est, ou je te jure que tu ne sortiras pas d'ici vivant. » Miguel sourit, comme si tout cela n'était qu'un jeu. « Peut-être devriez-vous demander au garçon avec la caméra ?» À cet instant précis, Marcelo ressentit un frisson de terreur. Il se retourna et courut vers l'entrée de l'entrepôt. Si Miguel connaissait Nando, cela signifiait que le garçon était en danger. Son cœur s'emballa alors qu'il traversait les couloirs sombres, essayant d'ignorer le bruit des pas de Miguel derrière lui. Dès qu'il sortit de l'entrepôt, ses yeux parcoururent la zone. Au sommet d'une pile de caisses, Nando tenait sa caméra, le visage éclairé par la lumière du flash qui par inadvertance venait de se déclencher. L'erreur fut fatale. 3 hommes surgirent des ombres, se dirigeant vers le garçon. « Cours, Nando !» hurla Marcelo, mais il était déjà trop tard. L'un des hommes attrapa le bras du garçon, arrachant la caméra de ses mains. « Tu crois pouvoir te mêler des affaires des autres, gamin ?» gronda-t-il, le tirant violemment.
La peur gravée sur le visage de Nando fit perdre à Marcelo tout contrôle. Sans réfléchir, il se jeta sur l'homme avec toute la force dont il disposait, le renversant au sol. Le chaos éclata autour d'eux. L'impact fut brutal. Marcelo déversa tout le poids de son corps sur le bras de l'agresseur qui retenait Nando, le renversant sur des caisses rouillées. L'homme grogna, tentant de se relever, mais Marcelo ne lui laissa aucun répit. Dans la fureur d'un père désespéré, il lui asséna un coup de poing au visage, sentant ses doigts brûler en heurtant l'os. Le malfrat s'écroula, inconscient. « Cours !» cria Marcelo à Nando, mais avant que le garçon ne puisse réagir, un autre homme s'élança et l'agrippa par le col. « Tu n'iras nulle part, gamin !» grogna-t-il, levant la main pour lui asséner un coup. Marcelo se précipita sur lui, mais fut interrompu par un violent coup de pied dans l'estomac. La douleur fut déchirante, lui ôtant son souffle et le faisant tomber à genoux. Miguel Duran apparut à côté de lui, le regard empli de mépris. « Tu aurais dû rester à ta place, Marcelo, » dit-il en secouant la tête, visiblement déçu. « Maintenant, tu vas regarder ton nouvel ami souffrir avant que je ne m'occupe de toi. » Nando tenta de se débattre, mais l'homme était bien trop fort. « Lâche-le » cracha Marcelo, la voix empreinte de désespoir. Le bruit soudain des sirènes déchira la nuit, résonnant contre les parois métalliques de l'entrepôt. La tension dans l'air changea instantanément. Les hommes de main échangèrent des regards, hésitants. Miguel serra les poings, ses yeux s'assombrissant. « Merde » murmura-t-il. Il jeta un dernier regard à Marcelo, une lueur de frustration dans les yeux. Ce n'est pas fini. Avant qu'il ne puisse proférer une autre menace, les hommes commencèrent à se retirer, disparaissant parmi les entrepôts tels des rats fuyant un incendie. Luisa apparut aux côtés de Marcelo, toujours armée. « Je t'avais prévenu de la police avant qu'on entre », dit-elle en l'aidant à se relever. Le soulagement envahit Marcelo, mais il n'y avait pas de temps pour célébrer. « Gabriel », murmura-t-il. Ses yeux parcoururent frénétiquement la zone jusqu'à ce qu'il le voie. Dans un recoin sombre de l'entrepôt, Gabriel était recroquevillé, le regard effrayé mais vivant. Marcelo se précipita vers lui, tombant à genoux pour le tirer dans ses bras dans une étreinte désespérée. « Papa !» La voix faible et hésitante du garçon perça son âme. « Je suis là, mon fils. Je suis là !» chuchota Marcelo, sentant les larmes couler librement. Marcelo serra Gabriel contre sa poitrine comme s'il ne voulait jamais le lâcher. Le corps fragile du garçon tremblait, mais il était là, vivant, respirant. L'odeur de fumée et de saleté imprégnait ses vêtements. Mais Marcelo ne se préoccupait de rien d'autre que de la chaleur de son fils dans ses bras. « Je pensais que tu ne me trouverais pas », murmura Gabriel, sa voix brisée par la peur et la fatigue. Marcelo ferma les yeux, engloutissant un sanglot. « Je ne cesserai jamais de te chercher, mon fils. » Le bruit des pas et des voix approchant indiquait que la police prenait enfin le contrôle de la situation. Nando réapparut à leur côté, observant la scène avec un léger sourire de soulagement. « Tu as réussi », dit le garçon en enfonçant ses mains dans ses poches. Marcelo leva les yeux vers lui, ressentant un poids différent dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement du soulagement, c'était de la gratitude. « Nous avons réussi », corrigea-t-il. Gabriel regarda Nando, curieux, puis sourit. « C'est lui qui t'a aidé à me retrouver, papa ?» Marcelo hocha la tête, et à cet instant, il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Les jours suivants, tout commença à se mettre en ordre. Ernesto Villar fut arrêté lors d'une tentative de fuite ratée et condamné à 30 ans de prison. Miguel Duran et les autres malfrats furent emprisonnés, et la participation d'Augusto Salazar au crime fut dévoilée, ruinant sa réputation. Mais Marcelo ne se préoccupait pas de la vengeance ou de la justice en ce moment. Son seul objectif était Gabriel. Le traumatisme persistait, mais ensemble, ils reconstruiraient leur vie, et ils ne seraient pas seuls. Nando, qui n'avait plus personne au monde, faisait désormais partie de cette famille. La décision de l'adopter vint naturellement, et lorsque Gabriel courut dans la cour de la nouvelle maison aux côtés du garçon, Marcelo ressentit quelque chose qu'il jugeait impossible depuis l'incendie. La paix.
Il resta sur le balcon, observant les enfants jouer, le soleil se couchant derrière eux. La douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais à cet instant, il sut qu'il avait trouvé un nouveau sens à sa vie. Il ne faillirait plus jamais, pas en tant que père.